Oh là là. Tu peux. Bagarreuse bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on est avec le head coach. Vous pouvez lire sur son t-shirt, sur son fit-shirt, pardon, la Chapa Kente, Eduardo. Depuis le temps qu'on voulait te recevoir à la bagarre, franchement, on est content que ce soit toi qui nous reçoive d'ailleurs chez toi. Voilà. Là, on est à Mantes-la-Ville, dans ton gym. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi ce nom, la Chapa Kente? Alors, la Chapa, souvent les gens ils me posent la question. D'habitude, ce qu'on dit, c'est si tu veux savoir ce que ça veut dire, il faut que tu viennes au club. Ça marche? On entend tourner. Ça te fera, tu sais, les scènes Non, mais c'est bien. coupées. Ça, c'est la famille. Voilà. Ça, c'est ça, la famille. Ouais, du coup, les gens me demandent souvent ce que ça veut dire. Normalement, le truc, c'est si tu veux savoir ce que ça veut dire, il faut que tu viennes au club t'inscrire. Donc, je sais pas si pour la bagarre, je divulgue ce que ça veut dire. Je vais vous dire juste un petit indice, c'est de l'argot brésilien. Donc, si vous tapez sur Google, vous saurez pas ce que ça veut vraiment dire. Pour le reste, il faut venir au club. Venez au club, ça se passe à Mantes, les gars. Et d'ailleurs, en parlant de venir au club, tu ouvres ce club en 2014. À un moment où c'était encore interdit le MMA. Oh, bien sûr. Comment tu as fait pour convaincre la mairie d'ouvrir ce club? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je pense qu'on en reviendra plus tard. J'ai commencé bien avant, en 2007, à Mantes-la-Ville. Et en fait, le club à Mantes-la-Jolie, on l'a ouvert, c'est parce qu'on a récupéré en fait une association qui existait déjà, qui était un club de boxe française. Et ça vivotait un peu. Du coup, les responsables de l'association, ils voulaient passer la torche en fait. Et ils avaient déjà fait un stage avec nous en MMA. Ils ont dit peut-être que le MMA ça motivera les jeunes de Mantes-la-Jolie. Donc on vous laisse de notre association. Et du coup, nous au début, on a commencé un peu boxe française, un peu MMA. Très vite, on a vu que c'était vraiment le MMA qui parlait aux jeunes. Donc on a squeezé la partie boxe française et on a attaqué sur un club de MMA, comme tu l'as souligné, en 2014 à Mantes-la-Jolie, au gymnase L'Écuyer. Donc en effet, tu as spoilé la question précédente. C'est comment toi t'es venu au MMA? Parce que forcément, qu'on ouvre un club de MMA, c'est qu'on en fait déjà, c'est qu'on est tombé amoureux de ce sport-là. Comment toi tu tombes dans le MMA? Alors c'est le MMA qui est venu à moi et souvent je l'ai déjà raconté avant, mais en fait c'était à l'époque où j'étais au collège, donc ça remonte dans les années 90. Et il y avait une VHS qui tournait, c'était l'UFC 2, et tous mes potes en parlaient. Et tu me dis ouais c'est extraordinaire, les mecs sont dans une cage, il y a pas de règles et tout. Et moi j'étais convaincu que les mecs regardaient du catch et qu'ils s'en rendaient pas compte. Ils disaient vous êtes quoi en fait, c'est du catch. Vas-y montrez-moi votre cassette, on va regarder. Et en fait ouais je suis tombé amoureux du sport. Et j'ai vu Royce Gracie du coup. Peut-être que ça parle pas aux plus jeunes, mais en fait, Royce Gracie, il faisait quoi, 80 kilos, il se prenait des mecs de 100 et quelques kilos, et que par le biais de la technique, il arrivait à gagner. Royce Gracie, spécialiste du JJB. Jiu-jitsu brésilien, et du coup, je suis tombé amoureux du sport, parce que cette génération-là, on est tous fans de Van Damme, des films d'arts martiaux, et là, du coup, c'était pour de vrai, en fait. Et du coup, j'ai laissé tomber les Van Damme, etc., et j'ai commencé à regarder les UFC. Maintenant, il y a Internet, etc. Dans ces années-là, il n'y avait pas. Donc, c'est-à-dire pour voir les vidéos, c'était la croix à la bannière. Et c'est dès que Internet s'est un petit peu plus répandu dans les années 2000, où vraiment je suis retombé dedans, où je regardais le Pride maintenant. Et il n'y avait pas de club à l'époque à Mantes. Du coup, moi, j'ai commencé tout seul en fait. On regardait ça avec mon frangin, on s'est dit viens, on s'entraîne. Et du coup, on a jeté 2-3 tapis, même pas tatamis, c'était des tapis de salon. Et on a commencé à s'entraîner. Et en 2007, j'ai entendu parler qu'il y avait un club de MMA dans ma ville. Alors c'était les prémices, très débutant. J'avais un coach qui est Stéphane qui lui s'était déjà entraîné avec Greg MMA. Il s'entraînait avec lui. D'ailleurs, Greg MMA, c'est Grégory Bouchlaguet. Oui, tout à fait. Parce que là, les gens le connaissent comme Greg MMA, mais c'est un gars qui a combattu notamment au Pride, que je citais avant, contre Paulo Filho. Et il s'entraînait avec lui, il s'entraînait avec d'autres gars, et il avait monté sa structure. Et donc voilà, c'est là que j'ai commencé en 2007. Et comme moi, je m'entraînais depuis longtemps, quand je suis arrivé au club, j'avais déjà un niveau, on va dire, très correct. Et très rapidement, en fait, il m'a laissé coacher aussi dans son club. Et voilà. Et t'as aimé coacher, parce que pour devenir un coach, il faut aussi aimer ça. Ouais, en fait, quand j'ai commencé à coacher, c'est justement ce coach-là qui s'était fait mal au genou. Et comme moi, j'avais des qualités, on va dire, notamment au sol, il m'a dit, écoute, ou je ferme l'assaut, là, le temps que moi je suis blessé, ou alors tu prends, tu fais les cours, et voilà. Et j'ai adoré ça, en fait. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai fait de la compétition en pancrace, du coup, à l'époque, parce que je me dis, non, j'ai vraiment envie de coacher. Par contre, je peux pas coacher si moi-même, j'ai jamais été sur un tatami ou dans une surface de combat. Parce que je sais pas ce que le mec aura ressenti. C'est quoi la peur, c'est quoi le stress, et du coup, moi, j'ai fait de la compète que dans l'optique de vouloir coacher derrière.
Déjà, revenons donc en 2014. Donc là, à ce moment-là, tu es dans cette optique-là, tu décides d'ouvrir le club. Un peu à l'arrache, forcément, vous entraînez un peu à l'arrache dans le sens que c'est 3 heures par semaine, il n'y a pas de tatami au sol. C'est ça. Quand on a commencé, en fait, il n'y avait pas énormément de créneaux sur le fameux club de boxe française. On avait 1 heure et demie sur un tatami et 1 heure et demie sur un terrain de handball. Et du coup, moi, je le vendais à mes adhérents en disant, déjà, l'année, elle était à 100 euros, il me semble. Et moi, je leur vendais en mode, écoutez, on n'a pas de tatami, c'est pas grave, quand on sera sur le terrain d'hand, on fera le striking, on va avoir des cardio pas possibles et tout. Par contre, depuis le départ, depuis la première minute où j'ai monté mon club, l'idée, c'était vraiment une optique compétitive. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de faire de la compétition, mais tout le monde doit être compétitif. Parce que le sport, il a plus à apporter que juste je suis fort dans la cage. Si vous êtes doué là-dedans, dans la vie de tous les jours, vous êtes quelqu'un de fort. Donc, depuis le début, en plus, moi, je suis dans un quartier, je suis au Val-Fouré, et je pense que c'est un truc positif à apporter aux jeunes. Et d'ailleurs, il y a des petits jeunes que j'aimerais bien te présenter après, qui vont Avec parler plaisir. un peu de leur mindset. Ouais. Comme tu dis, tu formes pas que des combattants, tu formes aussi des êtres humains. Non, ma grosse fierté, c'est ça. C'est au-delà du sport de former des gens qui sont des bonnes personnes. Et bien sûr, moi, je suis un compétiteur, j'aime pas perdre. Du coup, gagner, c'est important parce que j'ai déjà vécu en tant que compétiteur la défaite et la victoire. Et il n'y a rien au monde qui t'apporte, toi, cette sensation d'accomplissement que de la victoire. Quand tu as fait ton tournoi, tu t'es entraîné comme un malade et tu arrives et tu gagnes, je sais ce que c'est ce sentiment. Et en fait, quand je suis dégoûté, je ne suis pas dégoûté, ils ont perdu, si, bien sûr, mais je suis dégoûté parce qu'ils ne vont pas ressentir ce truc-là. Ouais, c'est pour eux avant tout, quoi. Ouais, C'est ça, ouais. Oui. Et d'ailleurs, ça progresse tellement bien, tu as tellement d'adhérents, d'un seul coup, tu passes à 12 heures par semaine. Ça va crescendo, mais à une vitesse grand V. Et tu as un phénomène qui explose. Ça n'arrive pas tous les jours. Tu as Morgan Charrière, qui explose. Comment tu te rends compte que ce gamin, parce qu'à ce moment-là, c'est un gamin, est différent des autres, et comment tu gères, toi, en tant que coach, parce que forcément, il t'oblige à évoluer aussi en tant que coach, je suppose. Alors, Morgan, déjà, le fameux club que je te parlais plus tôt, on s'est rencontrés dans ce club-là. Il a dû arriver, il devait avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Du coup, quand moi, j'ai créé mon club, il ne m'a pas suivi de suite. Il a commencé sa carrière pro dans ce fameux club. Et en fait, quand moi, je l'invite à revenir au club, il est sur des contre-performances. Et souvent, on me dit ça, on me fait « Ah, c'est pas lui, c'est les gens, les médias qui disent ça. » Il fait « Ouais, mais ses anciens coachs, ils prenaient n'importe quel combat, ils l'envoyaient partout. » Là, ça, je voudrais juste repositionner le truc. Moi, l'époque où il est venu au club à la Chapa, et entre le moment où nous, on le manageait, etc., et le moment où du coup, il passe chez BTT, nous, il fait 9 victoires, 2 défaites. Et les 2 défaites, il y a Saladin Parnasse. Gars, tout le monde perd contre Saladin Parnasse. C'est ça, c'est ça. Et il y avait aussi un jeune qui est super fort, qui était dans une époque un peu antérieure, c'est Pierre Sauvage, qui finalisait tout le monde en fait en France. Et l'air de rien, Morgan, comme on l'avait préparé, il a quand même été à la décision contre lui. Donc ceci étant dit, comment est-ce que tu évolues en fait avec Morgan? Ce qui était cool, c'est qu'il était dans le même mindset que nous. C'est je veux y arriver, et je peux y arriver, et je vais y arriver. Et en fait, c'est, je dirais, 2 fous qui se rencontrent et qui disaient on peut le faire. Et après, on ne peut pas lui retirer que c'est un putain de travailleur. Et souvent, je dis aux gars, Morgan, il y a des petits jeunes ici qui, à son âge, là, ils sont plus forts que lui. Par contre, ce qu'ils n'ont pas, c'est que lui, c'était un mort de travail. Ça, c'est sa plus grosse qualité. Il a plein de qualités, mais sa plus grosse qualité, c'est un travailleur. C'est un gamin, il faut savoir qu'il continuait ses études, il était en STAPS, il faisait ses études, il faisait tous les entraînements à la Chapa, et en plus, il bossait. Il faisait des trucs, des Deliveroo, etc. Donc, si aujourd'hui, il y a des haters qui disent « Ah, je sais pas quoi », c'est un mec, pour arriver là, il a vraiment travaillé dur. Et justement, pour revenir à la question que je te posais précédemment, toi, quand tu as justement Morgan, qui te remet forcément en question, parce que forcément, il dépasse à chaque fois, il repousse à chaque fois ses limites. Toi, comment tu fais en tant que coach pour dépasser aussi tes limites? Comment tu fais pour progresser également? Alors, plus que de dépasser ses limites, c'est que ça te met une pression. Parce que comme je t'ai dit, moi, je l'ai fait venir. C'est un gamin que je connais depuis qu'il est petit, vraiment jeune. J'ai des photos de lui, vraiment, il est tout petit. Enfin, tout petit, il a 15 ans, c'est pas un bébé non plus. Mais du coup, quand moi, je dis, écoute, viens, donne-moi la chance, laisse-moi t'aider et tout. La première fois que c'est juste un 100% fight qu'on fait, j'ai la pression quand je suis dans le coin. Je dis, ouais, est-ce que j'ai pas fait de la merde de le dire, de venir là? Et plusieurs fois pendant sa carrière, c'est arrivé. Et en fait, la remise en question, elle est constante. Et comment est-ce que tu fais? Tu essaies d'aller chercher à droite à gauche. Tu sais que je coach aussi à l'ANR. À la base, l'ANR, j'y suis arrivé il y a 11 ans en tant qu'élève en fait. Je suis arrivé, j'ai envoyé un email à Nicolas Régnier. Je dis voilà, j'ai fait un stage avec toi.
j'aimerais bien me perfectionner au sol, est-ce que je peux venir, etc. Et je suis arrivé là-bas et j'y suis depuis cette époque-là. Et faut croire que je dois pas être trop mauvais comme prof parce que au bout de 3 ans, il m'a donné la possibilité d'animer des cours là-bas. Et voilà, et en fait, la remise en question, c'est comme ça. Toujours essayer d'aller chercher. J'ai beaucoup voyagé. J'ai été au Brésil, j'étais aux États-Unis, voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Et surtout, un truc important, c'est être sûr de soi. Être sûr de soi parce que il y a plein de coachs qui disent ouais, moi je suis un grand coach, eux c'est des petits coachs. Et en fait, la différence entre le grand coach et le petit coach, c'est juste celui qui lâche pas et qui continue tout le temps. Et par contre, c'est un truc, c'est pour ça que j'ai créé la Chapa aussi. Je veux pas être le club formateur. J'en ai rien à foutre d'être le club formateur. Moi, les petits que je forme, j'ai envie, je les forme et je les amène loin et on peut faire. Et ce qui va faire la différence, c'est le matériel humain que j'ai sur le tatami. C'est pour ça que souvent, je parle toujours à mes gars ici sur Mantes et tout, on a un gros visier. Mais par contre, on manque de gars acharnés. Si j'avais que des gars avec le mindset de Morgan ici, moi je suis sûr qu'on pourrait avoir une des meilleures équipes de France. Et d'ailleurs, ce qui est valorisant aussi, je trouve, pour toi, et même pour tes combattants, c'est que tu es seul. Et ça, c'est souvent aujourd'hui dans des teams qui performent, qui ont des combattants professionnels, tu as un head coach et tu as d'autres combattants. Ou alors, si tu as simplement un head coach, la team est très petite. Toi, c'est une énorme team. Et c'est vrai que tu es au four, tu es au moulin, tu es partout. Alors, j'ai pas toujours été seul. Il y a eu des cycles à la Chapa. Maintenant, je suis seul. Et je te dirais, je suis seul, oui et non. Parce qu'en fait, je m'appuie, et ça, je l'ai toujours fait, je m'appuie beaucoup sur mes adhérents. Dans mon ancien cycle, les personnes qui étaient là, beaucoup d'entre eux avaient le droit de parole. C'est-à-dire que vraiment, je donnais le droit de parole et quand je prenais une décision, j'écoutais quand même ce qui était dit. J'essayais d'adapter la politique du club en fonction de ce qui était dit parce que pas te remettre en question, c'est risqué de faire des erreurs. C'est toujours bon d'écouter. Après, je suivais pas toujours. C'est vrai, je suivais pas toujours ce qu'on me disait, mais au moins j'écoutais. Et là, c'est toujours la même chose. Léo, Bilal, c'est des gars, souvent quand je décide des choses, je leur pose la question. Tu vois, par exemple là, le Summer Camp, on vient de le commencer un mois plus tôt. Je leur ai demandé avant, je dis qu'est-ce que vous pensez si on commençait un mois plus tôt, etc. Ils m'ont dit ouais, on peut tester, ça va être intéressant. Et voilà. C'est pas, en fait, je m'en fous d'être le chef. Ce que je veux, c'est que tout le monde soit heureux, qu'on aille tous dans la même direction. Oui, c'est important quand même de connaître quand même ces athlètes. Bien sûr. Parce que les connaître, ça permet aussi d'évoluer et de faire avancer le groupe. Et tu coaches pas pareil un mec qui a une mentale comme... mettons, je te prends l'exemple de Bilal, je pense que tu vas l'interviewer aussi après. Tout à fait, ouais. C'est un mec, il est sûr de lui, c'est même trop. C'est limite, c'est moi qui dois des fois lui dire attends, calme, doucement, etc. Il est sûr de lui. Mais ça, c'est génial parce que ça, cette qualité-là, je peux pas lui apprendre. Tu vois, le courage, pas avoir peur, c'est des qualités que je peux pas t'apprendre. Je vais pouvoir t'apprendre à être technique, etc. Mais ce que tu as en toi, je peux pas. Mais d'ailleurs, il y a un autre gars qui est en train de se changer à côté, qui au niveau du mindset est un mindset en béton armé. Et si tu veux, ce sera l'occasion aussi de lui parler. On va le faire venir parce que déjà il est torse nu, donc il va en effrayer certains par la masse. Oui, parce que tu es coach aussi aujourd'hui à One Air Fight. Quelle est la différence? Y a-t-il une différence d'ailleurs lorsqu'on coach au One Air Fight et lorsqu'on coach à la Chapa? One Air Fight, j'aime beaucoup ce club, j'aime beaucoup Nicolas, il m'a fait Nicolas Régnier. Oui, on l'a eu d'ailleurs récemment l'interview. Elle a regardé l'interview, elle est excellente. Moi, il a parlé de moi, j'espère. En mal. Plus sérieusement, c'est quelqu'un qui m'inspire. Je suis pas toujours d'accord avec toutes ses décisions, mais sa vision, pas professionnelle, mais sa vision business, un peu du truc de développer la structure, elle est vraiment intéressante. Derrière, en ce moment, après, c'est peut-être pas le thème du jour, mais il fait un truc vraiment sympa sur l'accompagnement des coachs en province qui ont des clubs. Et sa vision, son mindset, il m'a, je pense, fait progresser aussi. Et la différence, c'est que la Chapa, c'est mon bébé. C'est vraiment, tous les coachs vont dire ça, mais vraiment, c'est mon bébé. C'est-à-dire que moi, j'ai que ça. C'est mon truc. J'ai pas d'enfant. C'est-à-dire que c'est pas pour faire genre. C'est mes petits frères. Pour de vrai, au sens premier. Par exemple, tu vois ici la salle qu'on a. En fait, c'est la salle où je bosse. Et du coup, je me suis arrangé avec mon boulot pour pouvoir utiliser cette salle-là après le travail. C'est-à-dire que moi, en gros, là, mi-journée, elle commence le matin. Quand je viens ici, je commence à bosser à 9h. Et là, tu vois, il va être pas loin de 22h. Et c'est l'heure à laquelle je vais quitter. Faut pas le dire aux gens, ça, qui nous regardent. Mais oui, non, mais c'est ça. Tu sacrifies quelque part. C'est pas un sacrifice, parce que tu le fais de façon complètement dévouée. Mais oui, c'est un vrai sacrifice quand même, parce que ton temps, tu le passes ici, quoi. Ouais, c'est ça. Et les week-ends, on compète. Ouais, week-end compète, ou en général, j'ai que le dimanche, et même des fois, les dimanches, je suis en compète, mais
tu vois, il y a des réalisations quand même quand tu es là, que tu as aidé. Bah, tu sais, on parlait tout à l'heure de Morgan, tu sais, quand tu l'aides à accomplir son rêve, franchement, voilà, ça fait un moment qu'il est parti, tu vois, du club. Après, on n'a pas énormément, tu vois, de contacts, mais tu sais, ça m'a touché. Tu sais, le jour où il a signé à l'UFC, il m'a passé un coup de fil, tu vois. Et tu sais, ça m'a touché. C'est des petits trucs comme ça. Parce que moi, tu vois, je prends pas de sous sur ce que le mec touche. Toi, tu peux demander à n'importe qui, tu peux interviewer qui, je prends rien sur ce qu'il gagne. Moi, vraiment, ma récompense, c'est quand j'arrive tu vois, à réaliser leurs rêves. Et comme j'avais dit à lui, et comme j'espère que je vais pouvoir le dire à d'autres, je les remercie aussi parce qu'à travers eux, moi, je vis un truc que moi, je pouvais pas vivre. Parce que je suis arrivé, déjà, j'avais pas leur qualité. Je suis pas un aussi bon athlète qu'eux. Et je suis arrivé dans une génération où le MMA, c'était même pas légal. Exactement, c'était même pas légal. Parce qu'en 2020, c'était pas légal. C'est ça. Et moi, avant même d'être dans mon premier club, j'essaie de motiver tous mes voisins à s'entraîner. Je dis, ah, les gars, venez, je vais vous montrer un truc, vous allez kiffer, c'est du sol, etc. Et bah, c'était compliqué. Vraiment, là, c'est à la mode, le MMA. À l'époque, c'était vraiment pas la mode. Aujourd'hui, pour qu'on ait une visibilité un peu de, quand tu dis, ouais, tu passes tout ton temps à la salle et entraînement tous les jours, c'est ça? Tous les jours, il y a entraînement. Du coup, on a segmenté un petit peu. On a fait les compétiteurs d'un côté, les loisirs de l'autre. Chez nous, il faut savoir que quand tu viens en loisir et que tu es sérieux, je te demande pas d'avoir des qualités hors normes, mais quand tu es sérieux à l'entraînement, je te fais venir chez les compétiteurs. Au début, c'est dur, mais c'est ça. Au début, c'est dur, tu n'arrives pas à gagner, puis tu fais que de perdre. Puis à un moment, tu commences à moins perdre, tu n'arrives toujours pas à gagner, mais tu perds moins. Et l'année d'après, septembre, il y a plein de nouveaux et tu te dis, ah, putain, mais en fait, j'ai vraiment progressé. Et ce qui est important aussi, c'est que moi, je crois beaucoup en la force de l'équipe. C'est-à-dire que quand je combats pour moi, mais je combats pour une équipe. C'est pour ça, ça peut paraître sec des fois, mais je crois vraiment en cette valeur-là. Moi, je viens de la génération, tu vois, brésilienne, top team, shootbox, tout ça. Et ces valeurs-là, je sentais que tu as des mecs qui viennent du fin fond du Brésil, de Curitiba. Ils arrivent et ils ont Anderson Silva, Shogun, Vanderlei Silva, Ninja. Mais tu te dis, mais comment les mecs, ils viennent d'un patelin perdu et c'est les plus forts du monde. Il y a 4 des plus forts de tous les temps qui sont dans le même club. Mais en fait, pour moi, c'est ça. C'était l'esprit d'équipe. J'ai lu le bouquin d'Anderson Silva. Je suis portugais, du coup, je comprends quand ils parlent et je me nourris à ça. Et je vois que le vrai mindset qui fait la différence chez eux, c'est ça. C'est qu'ils sont unis et c'est nous contre le reste du monde. C'est exactement ça, c'est lui contre le reste du monde. Et d'ailleurs, comment toi, tu détermines qu'un combattant peut devenir compétiteur en compétition officielle? Est-ce que c'est lui qui vient vers toi? Est-ce que c'est toi qui vas vers lui? Comment ça se passe cette transition? Il peut y avoir les deux cas de figure. Il y a des gars qui viennent, qui dès le début me disent, ah, moi je vais faire de la compète et tout. Ou alors c'est un jeune, je le vois ici, il est talentueux. Après, ça dépend de la personnalité. Tu sais, quand tu es un peu modeste et tout, tu te dis, ah, bah, je vais peut-être attendre un peu. Et c'est à moi de le pousser, de dire, hey, tu as des qualités. Tu peux le faire. Et des fois, c'est lui-même qui va me dire, ouais, je suis motivé, je vais faire de la compète. D'ailleurs, en parlant de compétiteurs, Ouais. aujourd'hui, vous êtes combien? Il y en a combien, grosso modo, en amateur, en pro chez toi? Je ne saurais même pas te donner le nombre exact parce que c'est fluctuant. Il y a des gars qui commencent, qui s'arrêtent, qui continuent. Mais en compétiteur, je dois avoir au moins une quinzaine en amateur. Après, c'était un cycle. J'avais pas mal de pros. Il y a beaucoup de pros qui ont décidé de changer de club, de partir. Donc, c'est une fin de cycle. Et du coup, là, en professionnel, j'ai Léopold Bois qui, lui, n'est pas parti. Et donc, voilà, ça me donne, tu sais, la fameuse responsabilité que je te disais tout à l'heure, ça me donne d'autant plus la responsabilité. J'ai eu d'autant plus la pression quand je suis dans son coin de me dire, il me fait confiance, je ne peux pas décevoir sa confiance. D'ailleurs, vous aurez l'occasion aussi de voir son interview parce que voilà, c'est un garçon qu'on suit depuis longtemps, qu'on a l'occasion aussi d'interviewer. Mais c'est vraiment une bonne personne. Ouais. Là, si je me permets d'interrompre, allez le suivre sur les réseaux parce que c'est pas normal qu'un gars aussi bien que lui, aussi fort que lui, ait pas plus de monde et que du coup, les organes se disent pas, vas-y, il faut que je le fasse combattre souvent. La visibilité, très important. C'est ça. Très, très important. Aujourd'hui, dans les orgas, c'est très important. Il y a des amateurs qui signent et qui signent des petits chèques plus intéressants que des pros. Ouais. Et ouais, la visibilité. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Il y a des influenceurs qui gagnent très bien leur vie d'ailleurs. Bref, no comment. Ouais, d'ailleurs, il y a Brice qui arrive là. Brice, d'accord. Qui va arriver. L'histoire est très intéressante pour Brice. Je vais te le chercher. Ouais, non, mais je crois que je le vois arriver. Ouais, si tu peux, il va me le chercher et revient. On vous dit à tout de suite.